la pandémie, on parlait souvent de la digitalisation, la transition numérique. Ça veut dire tous les outils de technologie que les vendeurs, les commerciaux, vendeurs, la langue québécoise, utilisent. Et c'était ça le défi, l'enjeu, comment les vendeurs vont utiliser la technologie, la communication avec les clients, le contenu de marketing, comment ça passe à travers les outils de technologie, etc. Et puis, pendant la pandémie, bien sûr, on avait le grand boom de la pandémie. Et alors, c'est la même question. Alors, le point de référence avant, c'était la digitalisation. Pendant la pandémie, c'est pareil. Mais la différence est que pendant la pandémie, les vendeurs étaient obligés d'utiliser les outils de technologie. Par défaut, ils n'avaient pas une autre option. Alors, pour communiquer avec les clients, en utilisant les réseaux social media, les réseaux enterprise social media, comme on l'appelle à la recherche, ça veut dire Zoom, Teams, etc. Et alors, maintenant, l'enjeu, c'est la communication, plutôt la communication efficace, je souligne ça, c'est important, à travers l'écran. Et comment ils peuvent personnaliser la connexion et la communication avec les clients, puis comment ils peuvent communiquer le contenu de marketing, comment ils peuvent passer à travers les étapes de funnel, de sales funnel, et être efficace et faire la clôture, close the deal, etc. Alors, c'est drôle que c'est toujours là. Je crois en français on dit numérisation, non? N'est-ce pas? Alors c'est la numérisation et je crois qu'après la pandémie et pour le reste du temps, on va discuter toujours la même chose. C'est drôle. C'est pas si simple. Heureusement, j'ai un projet que je travaille avec des collègues qui sont en Europe, même aux États-Unis. Et alors on examine précisément l'adoption des technologies et l'adoption de Enterprise Social Media spécifiquement. Et en même temps, on examinait et on pensait que la technologie nous aide. OK. Maintenant, pendant la pandémie, on a compris que attends, wait a minute, il y a beaucoup de conséquences négatives aussi. La manque de human touch, de cette interaction humaine, de cette interaction présentielle, etc. Il y a beaucoup de conséquences négatives. Et en plus, dans ce projet que je travaille avec mes collègues, on examine alors l'adoption. Tous les vendeurs disent que mais oui, je vais utiliser la technologie. Mais, bien sûr, c'est l'aide, ça m'aide, absolument. Et puis, quand on voit la réalité, parce qu'on examine, on analyse des données réelles, la réalité est complètement différente. Et on examine spécifiquement le contenu du marketing qui vont télécharger et en plus les clients vont recevoir spécifiquement download, voir, etc. Et on a vu que la réalité, comme j'ai dit, est complètement différente et que peut-être les contenus qui marchent, ce sont les vidéos. Alors, pas des courriels, pas de brochures, pas de PDF, pas de tous les outils qu'on peut toujours utiliser avec un courriel ou, je sais pas, une plateforme ou social media, etc. Ce sont les vidéos qui peut-être attirent l'attention des clients, mais même des vendeurs. C'est facile à utiliser peut-être. Alors, pour répondre peut-être à ta question, c'est pas facile. Il y a beaucoup de pistes différentes dans cette question. Comme j'ai dit, ok, on attend beaucoup des conséquences positives, mais on doit considérer absolument les conséquences négatives. Et puis, c'est toujours dans le domaine de la gestion de l'équipe de vente. On distribue des questionnaires, on demande des vendeurs, etc. Mais c'est très difficile de confirmer la perception des clients et d'avoir des dyades, comme on dit, des données des dyades.
Alors, on examine ça maintenant. Et en plus, comme j'ai dit, on doit toujours faire la comparaison avec les données réelles, c'est extrêmement rare d'acquérir par les entreprises. C'est très difficile d'avoir accès sur les données réelles de la technologie ou des outils, etc. Okay. Premièrement, je dirais que les dirigeants doivent avouer que même la numérisation a des conséquences négatives ou que des fois, même ils pensent qu'ils soutiennent les vendeurs ou que oui, les clients sont satisfaits, aiment ce type de communication, ce n'est pas toujours la réalité. Alors, je dis toujours ça dans la classe, même aux dirigeants quand on parle généralement dans le contexte du consulting ou les conférences, etc. Soyez ouverts et voir la réalité. Parce qu'ils pensent que non, nous, on a travaillé beaucoup, on utilise les logiciels, on a acheté ces logiciels qui est très, très cher et que ça va, c'est un logiciel ou un outil de sales enablement, c'est une autre histoire, sales enablement, on peut avoir une autre entrevue pour ça si vous voulez. Et ils pensent que oui, toutes les conséquences sont positives, mais non, ils doivent comprendre qu'il y a beaucoup de conséquences négatives et que même ils doivent travailler beaucoup sur les formations qu'ils offrent aux vendeurs ou même aux clients pour utiliser la technologie ou les outils technologiques, numériques comme vous voulez, et reconsidérer peut-être la définition de la transition numérique et les outils qu'il offre aux équipes de vente. C'est ça. Maintenant, on peut discuter aussi la notion de sales enablement. Il n'y a pas une traduction spécifique en français. Je ne crois pas qu'il existe une autre langue, pour être honnête. Alors, sales enablement, c'est exactement ça, que finalement, et je dis ça avec une attitude très stricte, finalement, le département d'une entreprise doivent comprendre que leur boulot est de faciliter le boulot du vendeur. You like it or not. Les dirigeants me détestent quand je dis ça. Mais c'est la vérité. C'est pas alors que le département de vente doit être attaché. C'est tout le reste doivent coopérer ensemble, entre eux, mais même avec la vente, pour faciliter le boulot de vendeur. On dit, qui va ajouter de la valeur? Les vendeurs. Who brings the money? Sales. Le vendeur n'est plus un boundary spanner. Désolée que j'utilise le mot anglais, il n'y a pas le terme. Comme un collègue m'a dit que boundary spanner en français, c'est boundary spanner. C'est la même chose. Alors, désolée, il n'y a pas les mots. Alors, mais c'est plus un boundary spanner, c'est un knowledge broker. Ça veut dire que le vendeur est au milieu d'un réseau très complexe, réseau avec des relations sociales dans l'environnement interne, l'environnement externe, et puis aussi de partenaires qui contribuent à la vente. Alors, le vendeur doit être au milieu, au centre de ce réseau. C'est une bonne question, mais écoute, ici on a beaucoup de problèmes parce qu'on parle de la performance d'organisation, c'est une autre chose de parler de la performance individuelle de vendeur, si on parle de la vente, et de la performance organisationnelle. Il y a toujours the agency theory. Il y a un conflit entre ce que les vendeurs veulent et ce que l'organisation veut, non? N'est-ce pas? C'est évident, c'est normal. Et même pour les vendeurs qui sont indépendants ou assez indépendants et qui, comme on a dit, sont le point de contact avec les clients et souvent, avant la pandémie, mais un peu même pendant la pandémie, ils travaillent tout seuls, indépendants,
loin de l'entreprise ou le headquarters, etc., c'est vraiment difficile de vérifier leur performance. Alors souvent, les dirigeants choisissent, pour des raisons de c'est facile, de voir seulement les résultats, le nombre, non? Mais heureusement, on a compris que c'est pas seulement, il ne s'agit pas des résultats ou des nombres, mais c'est toujours aussi le comportement, l'attitude, les actions, les initiatives, ce qu'on appelle behavioral outcomes, que le dirigeant doit prendre en considération aussi. Et alors, si on ajoute toutes les performances individuelles, est-ce qu'on arrive à mesurer la performance organisationnelle? Étudiants? Non. Non. On voit toutes les entités, on voit tous les départements dans l'entreprise, ce qu'ils font, les synergies, la coopération et les comportements, l'attitude. Ok, les résultats, it is what it is, on peut pas l'ignorer. Et puis on peut-être pas mesurer, mais avoir une glimpse de la performance organisationnelle. En termes de recherche, si vous me demandez, ok, on a des façons à le mesurer. Si on est très précis, ça c'est une autre histoire. Non, ça c'est une autre histoire. On doit définir encore une fois le support qui vient de l'entreprise. Ce support inclut l'habileté de dirigeant. Et on a besoin d'un type de leadership qui sera adapté à la numérisation. Je ne sais pas c'est quoi ce type de leadership. Malheureusement, je n'ai pas une réponse à ça. Quelqu'un qui est agile, quelqu'un qui est agile, je dirais. Oui, agile, ouvert, à l'aise avec la technologie, être toujours prêt à affronter les défis et ceux qui arrivent. Et c'est vrai que les dirigeants qui travaillent avec les vendeurs dans les équipes de vente ont besoin des compétences, de skills, d'habiletés, d'être charismatique, avant-gardiste même. Avant-gardiste, j'aime ce mot. Prévoir ce qui vient et en même temps être à côté, soutenant les vendeurs. Oui, la numérisation est là, sera là, mais la communication humaine n'est pas finie, n'est pas terminée. On n'a pas fini à investir ou à développer de relations interpersonnelles avec les clients, dirigeants, etc. La numérisation est là pour nous aider, faciliter, tout c'est synonyme, mais ne va pas remplacer le contact humain, le contact réel, si vous voulez. Peut-être je suis très optimiste, je sais pas, peut-être. Et ok, bien sûr, on doit considérer qui prend les décisions, et si on considère que à l'avenir l'intelligence artificielle permettra à l'ordinateur ou machine de prendre des décisions, c'est une autre discussion sûrement, mais même dans ces cas-là, je crois que l'aspect humain restera. C'est nous qui décidons.